Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 14 août. 107 marins russes pris au piège dans leur sous-marin atomique échoué par 100 mètres de fond au large de Mourmansk en mer Baltique. La marine russe a mis en place un plan de sauvetage. Le projet de Matignon pour la Corse mis à mal par le regain de violence sur l'île, Lionel Jospin pourrait s'exprimer dans les jours qui viennent. Embargo sur les ports britanniques décidé par Bruxelles après l'épidémie de fièvre porcine découverte il y a 8 jours. Sur les autoroutes des vacances, des patrouilles d'un genre un peu particulier viennent en aide aux conducteurs. Surveillance du trafic, aide en cas de panne. Ils sont confrontés à toutes sortes de demandes. Les X-Men débarquent en France après Superman et Batman. C'est une nouvelle transcription au cinéma d'une bande dessinée des années 60 qui fait un tabac aux États-Unis. C'est un compte à rebours terrible pour la centaine de marins russes prisonniers à bord du sous-marin nucléaire Kursk, échoué par 100 mètres de fond dans le mer de Barents en Baltique. Selon les premières informations dont on dispose, le sous-marin russe aurait subi hier une collision, peut-être avec un autre submersible, provoquant inondations et coupures de courant. L'accident s'est produit alors que la flotte du Nord procédait à des manœuvres. Explication Dorothée Olyric. Ces images sont les dernières du sous-marin Kursk. Elles ont été tournées il y a quelques jours dans la mer de Barents pendant les manœuvres effectuées par le submersible. Aujourd'hui, le sous-marin gît à 100 mètres de fond après une mystérieuse collision. Je tiens à préciser qu'il n'y a aucune arme nucléaire à bord. Le réacteur a été arrêté et il est sous contrôle. Par ailleurs, le niveau de radioactivité dans la zone est normal. Pour l'heure, pas de danger radioactif donc, mais en revanche, la vie de 107 marins, dont une cinquantaine d'officiers, pourrait être menacée. Le commandant en chef de la marine russe a qualifié de faibles les chances d'un sauvetage du submersible. Cependant, en fin de journée, les opérations de secours ont permis d'approvisionner en oxygène le sous-marin. Et le service de presse de la flotte assurait que l'équipage n'était pas en danger. Mis en service en 1995, le submersible est l'un des plus modernes de la flotte russe et il est doté d'une autonomie de 120 jours en plongée. Reste à savoir la nature exacte de l'accident. Selon une source à l'état-major, l'hypothèse d'une collision avec un sous-marin étranger serait privilégiée, ce qui expliquerait pourquoi les Russes, d'ordinaire si discrets sur ce genre d'incident, ont rendu publique la perdition de leur sous-marin. La marine russe a déjà envoyé sur place de nombreux bâtiments pour tenter de ravitailler le sous-marin en oxygène. On ignore s'il y a des blessés ou des morts après la collision, mais selon les services de presse de la marine russe, les membres de l'équipage ne seraient pas en danger. À bord étaient embarqués 107 marins, dont 52 officiers. Le sauvetage de ces hommes s'annonce très difficile. Le bateau est immobilisé depuis dimanche et on ne sait pas de quelle réserve en oxygène il dispose. Explication Bernard Lebrun. Les sous-marins, il les collectionne. Comme durant sa longue carrière, cet ancien amiral de la flotte soviétique en a vu de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Avec sa règle, il nous montre certains lieux de naufrage longtemps gardés secrets. L'île de Guam dans le Pacifique, ou ici au large de la Bretagne, pour le K8, coulé en 1970 à 4600 mètres de profondeur avec son équipage. Le problème avec ce sous-marin, c'est qu'entre le moment de la catastrophe en 1970 jusqu'en 1991, il n'y a eu aucune information officielle. 21 ans de silence. Profession sous-marinier. Ils sont russes célibataires, âgés de 18 à 25 ans, et passent la moitié de leur vie sous les océans. Ils en connaissent les risques et les devoirs, le secret total, coupé du monde, y compris de leur famille. Et en cas d'accident, en immersion, ces hommes savent que la vétusté des machines et de la flotte met en danger leur survie. Seul moyen d'intervention, le système dit de la cloche, permettant à faible profondeur d'oxygéner l'intérieur de la coque et ses hommes. Sauver l'équipage est une autre affaire. C'est toujours délicat puisqu'il y a la vie d'une centaine de personnes qui est en jeu. Cela étant, techniquement, c'est tout à fait possible. Il se trouve que là, il s'agit d'un sous-marin russe dont les normes ne sont pas forcément compatibles avec les nôtres. Donc je suis incapable de vous dire si nos moyens permettraient de sauver l'équipage de ce sous-marin. Mais les miracles existent. Ces 4 sous-mariniers ont survécu durant 23 jours sous l'eau aux côtés d'une chaudière nucléaire en flammes. Mais plus d'une centaine de leurs camarades ont péri. Ce soir, il n'y a plus aucun contact radio avec l'équipage du Kursk, échoué sous la banquise par 100 mètres de fond.
C'est bien le geste suicidaire d'un des 2 pilotes qui a provoqué l'accident du vol Egyptair 990 entre New York et Le Caire, selon les autorités américaines. Le 31 octobre dernier, le Boeing 767, avec à son bord 217 personnes, a sombré dans l'Atlantique. Le décryptage des conversations entre les pilotes dans le cockpit ne laisse pas de doute, ce que contestent évidemment les autorités égyptiennes. Explication de Patrick Fondio. C'était en novembre dernier. Enquêteurs égyptiens et américains écoutent les enregistrements des conversations du cockpit du vol d'Egyptair. Grâce aux boîtes noires, on sait aujourd'hui ce qui s'est passé pendant les 2 dernières minutes, celles qui ont été fatales aux 217 passagers du Boeing 767. L'appareil est au large des côtes américaines, à 11 000 mètres d'altitude. Le commandant va aux toilettes, laissant seul le copilote Gamil El Batouti. Dans la cabine, on n'entend plus que ces simples mots. Je compte sur Dieu. À cet instant, le pilote automatique est déconnecté, les réacteurs ralentis. L'avion entame un plongeon de 45 degrés vers l'océan. Le copilote, lui, poursuit sa petite litanie. Je compte sur Dieu. Le commandant, paniqué, revient dans la cabine. Que se passe-t-il? Je compte sur Dieu. Que se passe-t-il? Est-ce que tu as coupé les moteurs? Ils sont coupés. Tire sur le manche. Tire avec moi, tire avec moi. Même s'il n'y a toujours pas de cause officielle, les enquêteurs privilégient la thèse d'un suicide. D'après le FBI, le copilote était endetté, porté sur l'alcool et les femmes. Égyptiens et Américains attendent le rapport définitif qui ne sera pas publié avant plusieurs mois. Belle unanimité en Corse pour condamner l'attentat commis dimanche à Ajaccio contre un bâtiment public. Moins d'une semaine après l'assassinat de l'ancien dirigeant nationaliste Jean-Michel Rossi, toutes les sensibilités de l'île, nationalistes ou autres, se sont émues de ce regain de violence, alors même que selon un sondage CSA publié par l'hebdomadaire Marianne, 83% des Corses ne veulent pas de l'indépendance. Reportage sur place, Stéphane Bretner et Valérie Lucas. Une question aujourd'hui en Corse, qui est responsable de l'attentat contre le bâtiment de l'ADEC? Après l'assassinat de Jean-Michel Rossi lundi dernier, cet acte de terrorisme fragilise le processus de Matignon. D'ailleurs, la presse locale l'a bien compris. Dans les rues d'Ajaccio, on ne s'étend pas vraiment sur la question, mais certains ne sont pas loin de partager le même avis. C'est ça qui aurait été bien, mais avec tout ce qui se passe, je ne sais pas si ça va continuer ou pas. C'est les Corses qui vont se prononcer. Ce n'est pas la petite poignée qui, soi-disant, nous dirige, dont certains ne représentent que peu de choses, disons-le. C'est pas tout ça qui vont prendre les directives. C'est tous les Corses qu'il faut consulter. Et nous verrons bien, c'est tout. Évidemment, les opinions divergent. Ici, la politique est un sujet sensible dont on parle peu à voix haute. Ne me parlez pas de politique à moi. Surtout ça, hein. J'en ai vu assez, moi. C'est ça qui voulait parler. Moi, alors, pas de politique. Laissez tomber, ils sont tous les mêmes pour moi. Sur l'île, tout le monde condamne la violence et aspire à la paix. Et quand on a des convictions, il n'y a pas de demi-mesure. L'Écosse est française, française et corse. Française, jusqu'à la mort. Ah, ouais, Corse française, on est. Corse française. Demain, il faut aller manifester, on va manifester. Un sondage publié par l'hebdomadaire Marianne montre que 83% des Corses refusent l'indépendance et que 78% sont favorables à un contrôle des lois par le Parlement français. Mais ici, tout le monde attend la réaction du gouvernement qui se retrouve aujourd'hui face à un même défi, rétablir la paix civile en Corse. Et tous ces événements, évidemment, jettent le trouble sur le processus engagé par Lionel Jospin. Comme préalable à la mise en place d'une autonomie plus importante pour la Corse, le projet de Matignon exigeait l'arrêt de toute violence. Rappel et explication avec Thierry Clopeau. C'était le 20 juillet dernier. La majorité des élus de l'Assemblée territoriale de Corse, dont les nationalistes, acceptaient les propositions de Matignon sur l'avenir de l'île. Au cœur du dispositif, des pouvoirs législatifs plus étendus pour l'Assemblée de Corse dès 2004, mais à une condition, l'arrêt de la violence. Il faut bien comprendre que mon objectif et l'objectif du gouvernement, c'est de faire que la Corse, l'île de beauté, échappe à la routine et à la fatalité de la violence.
L'assassinat la semaine dernière à l'île Rousse de l'ex-leader de la Concolta, Jean-Michel Rossi, et l'attentat à Ajaccio dimanche matin devant les locaux de l'Agence pour le développement de la Corse, l'ADEC, sonnent depuis comme un coup porté au processus de Matignon. Je ne voudrais pas me prononcer avant l'heure, mais je le ressens comme, je dirais, une étape d'un processus de déstabilisation et de décrédibilisation de ce processus. De leur côté, une première depuis bien longtemps en Corse. Les plus importantes organisations nationalistes ont immédiatement condamné sans réserve cette nouvelle vague de violence. Des provocations, évidemment, ne sont pas à exclure, y compris dans l'avenir. Mais il nous faudra faire preuve de courage politique de part et d'autre, je veux dire du côté du gouvernement comme du côté de la Corse. Cette condamnation des actes criminels est pour le Parti socialiste un signe que le processus de Matignon porte ses fruits. Il y a maintenant un processus qui s'est engagé avec tous les élus corses, y compris ceux qui hier encore justifiaient la violence et qui aujourd'hui la condamnent. Et c'est ce processus-là qu'il faut conforter, qu'il faut encourager et qu'il faut même amplifier. Si à gauche on estime qu'en aucun cas le processus ne peut être remis en cause, au RPR on considère que le texte du gouvernement ne réussit pas à ramener la paix civile. Ces actes criminels rendent d'une certaine manière caduques les accords de Matignon, puisque M. Jospin nous avait dit qu'il permettrait une paix durable. Le 2 août dernier, en vacances sur l'île de Ré, le Premier ministre affirmait « tout cela va se faire dans la paix, sinon ça n'a pas de sens ». Depuis, Lionel Jospin n'a rien dit, il réagira jeudi prochain dans la presse écrite. À Madrid, le ministère de l'Intérieur aurait recommandé par écrit aux élus basques de droite et de gauche de renforcer la mesure de sécurité et si possible de prendre des vacances en dehors de la région. Alors que le préfet basque a déposé plainte aujourd'hui contre 3 dirigeants séparatistes pour apologie du terrorisme après la manifestation qu'ils avaient organisée samedi à Bilbao. Sur place, reportage d'Agnès Varamian et Vincent Bouffartigue. C'était samedi dernier à Bilbao, une gifle aux victimes du terrorisme. Un hommage aux 4 clandestins morts en manipulant une bombe. Vive ETA, le mot d'ordre est lancé à 4 ou 5 000 personnes. Une manifestation autorisée, sans présence policière particulière. Arlando Otegui, leader de la vitrine politique, s'est abstenu de lancer directement des slogans pro-ETA. Il n'a pas répété non plus, comme quelques jours plus tôt, que les 4 clandestins étaient des compagnons, mais il justifie les attentats. Entendre qu'il y a des jeunes dans notre pays qui font la lutte armée, c'est entendre qu'il y a des jeunes dans notre pays qui pensent qu'il n'y a pas de chemin démocratique pour faire l'indépendance dans notre pays. Et ça, c'est une constatation. En Espagne, le code pénal est peu répressif et la plainte n'aboutira sans doute pas. Mais avec ces poursuites judiciaires, Madrid veut marginaliser ETA et les radicaux. Une stratégie d'isolement qui s'adresse aux nationalistes modérés du Pays Basque réunis ce matin. Il y a 2 ans, les membres de ce parti au pouvoir dans la province ont conclu un accord avec la vitrine politique d'ETA. Accord qui a abouti à la trêve de l'année dernière. Cette trêve fut un échec et pourtant, les nationalistes modérés croient encore à un dialogue possible avec ETA, même s'ils condamnent la violence. Vous croyez qu'il ne faut pas parler avec les fanatiques? Vous croyez qu'il ne fallait pas parler avec l'IRA en Irlande? Et vous croyez qu'on ne peut pas parler entre Israéliens et Palestiniens? Ou vous croyez que eux ne sont pas des fanatiques? Ces modérés accordent peu d'importance à la plainte contre Arlando Otegui. Pacifistes, ils sont favorables eux aussi à l'autodétermination du Pays Basque. Les nationalistes modérés ont un rôle clé au Pays Basque, mais leur position aujourd'hui est intenable. Madrid les accuse de compromission, ETA fait régner la terreur, les modérés se retrouvent entre les deux, en pleine ambiguïté. À Bruxelles, la Commission européenne a décidé d'interdire les exportations de porcs vivants en provenance d'Angleterre. L'embargo s'appliquera jusqu'à la fin du mois pour tenter d'endiguer l'épidémie de peste porcine constatée en Grande-Bretagne depuis 8 jours. Explication Nathalie Moisan. Un porcelet objet de toutes les attentions, comme les 2000 truies dont Brigitte Desmolles s'occupe chaque jour avec son mari. Évidemment, lorsqu'on parle à ces éleveurs de l'épidémie de peste porcine en Grande-Bretagne, ils s'inquiètent. Ce matin, alors que la décision de la Commission européenne d'interdire les exportations de porcs anglais vivants n'était pas connue, ils espéraient une décision de ce type. Nous, notre élevage, comme tout éleveur, c'est très important, quoi. C'est tout ce qu'on a. C'est tellement dur à créer, quoi. On fait attention sur tout. L'embargo, je pense qu'il est nécessaire, quoi. Même appréciation au marché au cadran de Plérin, près de Saint-Brieuc, où l'on surveille les cours du porc avec sérénité. La France n'importe pas beaucoup de porcs anglais, alors pas d'affolement. 150 épreuves.
Le Royaume-Uni n'exporte pas de porc. Le Royaume-Uni est déficitaire, donc importe du porc. Donc ça peut être que vraiment du coup par coup sur un animal de reproduction, des choses comme ça, mais c'est infime. Mais il faut arrêter, bien sûr, instantanément. Ça paraît évident à partir du moment qu'ils ont une maladie qui se contamine très rapidement. Le fameux principe de précaution prévaut donc ce soir et l'on s'en félicite au ministère français de l'Agriculture. La peste porcine, qui n'est pas transmissible à l'homme, est en effet très contagieuse. D'abord, contact entre deux animaux, un malade et un non malade. Mais aussi, ça peut se contaminer par les moyens de transport. Donc, un camion qui aurait transporté un animal malade pourrait être contaminé s'il n'est pas désinfecté. Et aussi par les denrées animales. Des arguments entendus à Londres ce soir. Le ministre britannique dit comprendre la décision provisoire de Bruxelles. L'embargo sera réétudié en milieu de semaine prochaine lorsque le comité vétérinaire européen aura rendu son avis. Aux Philippines, les négociations en vue de la libération des otages ont pris un tour intense. L'intermédiaire libyen Rajab Azarouk s'est de nouveau rendu sur l'île de Jolo. Il a rencontré les chefs du mouvement Abu Sayyaf et travaille toujours à la libération simultanée de tous les otages. Un avion affrété par le gouvernement libyen est attendu ce soir à Manille. Selon nos indications, c'est à bord de cet appareil que les otages pourraient quitter les Philippines et être reconduits vers leur pays d'origine. L'avion pourrait faire escale à Tripoli en Libye. 6 Français sont retenus à Jolo, Sonia Wendling, Marie Moarbès, Stéphane Loisy, ainsi que l'équipe de France 2, Maryse Burgot, Jean-Jacques Le Garec et Roland Mazura. À Los Angeles s'ouvre ce soir la convention du Parti démocrate qui doit introniser Al Gore à la Maison-Blanche. Mais ce soir, la vedette sera encore une fois Bill Clinton qui fera son discours d'adieu à la scène. Le couple Clinton qui occupe le terrain médiatique pour rassembler des fonds, ce qui n'est pas sans poser de problème au Parti démocrate qui doit lui-même financer une campagne qui s'annonce difficile. Une course aux subventions qui déroute ou choque bon nombre d'Américains. Reportage Étienne Lénart. Le dimanche soir sur les plages de Santa Monica, l'ambiance est en général à la promenade familiale. Et du coup, personne n'a vraiment compris hier soir lorsqu'un bataillon de policiers a pris position au beau milieu de ce joyeux monde, soutenu en mer par un bateau des gardes-côtes américains. La raison, la voici, le bord de mer a été choisi par des élus démocrates pour organiser un fundraising, une collecte de fonds destinée à financer la campagne électorale. Et sous leurs fenêtres, quelques dizaines de manifestants venus dénoncer la pluie de dollars déversée sur la politique américaine. Je suis contre le fait que les entreprises achètent littéralement les gouvernements en donnant de l'argent aux hommes politiques. Tous ces lobbies, ces groupes d'intérêt achètent littéralement les bulletins de vote des politiciens. Nous n'aurons plus jamais notre mot à dire. Il est vrai qu'en termes de collecte d'argent, le week-end passé aura été un modèle du genre. En allant au petit déjeuner chez l'actrice Barbara Streisand, entourée d'une cinquantaine de privilégiés, le président Clinton a recueilli 70 millions de francs pour la bibliothèque qu'il veut créer une fois quitté la Maison-Blanche. Quelques heures plus tôt, son épouse en a ramassé une petite vingtaine pour sa campagne d'élection sénatoriale à New York. Le record en la matière a été établi ici, au mois de mai dernier, à Washington. En une seule soirée, autour d'Al Gore et de Bill Clinton, les démocrates ont recueilli la bagatelle de 185 millions de francs. Pour avoir le privilège de voir passer le président près de sa table et de ses invités, Michael Sherman, un riche parfumeur de New York, a déboursé en toute légalité 3 500 000 francs. Voilà qui fait cher la côtelette et qui sera directement versé dans les caisses du Parti démocrate pour financer les campagnes. Tant qu'on n'adoptera pas le système français où l'accès des hommes politiques à la télévision est gratuit, tout ça continuera. Ici, les candidats n'ont pas le choix. Les manifestants de Santa Monica peuvent toujours rêver, mais le changement n'est apparemment pas pour demain. Car c'est bien là le paradoxe, plus la collecte de fonds est controversée, plus la collecte de fonds est importante. La seule convention démocrate de Los Angeles cette année coûtera la bagatelle de 300 millions de francs. Incident entre soldats français de la KFOR et civils serbes à Mitrovica aujourd'hui, alors que la force multinationale a pris le contrôle de l'usine de Zvecan, dont la pollution de plomb menace la santé de la population. Le taux de plomb dans cette région est 200 fois plus élevé que la norme maximale admise. L'ONU souhaite remplacer et moderniser les équipements de l'usine. L'Église orthodoxe russe a canonisé aujourd'hui le dernier tsar de Russie, Nicolas II, ainsi que son épouse, Alexandra, et leurs 5 enfants, abattus par les bolcheviks à Ekaterinbourg en juillet 1918. Le conseil épiscopal a également proclamé saint et martyr
860 autres personnes. En 1998, les restes de la famille impériale avaient été officiellement inhumés dans la forteresse Pierre et Paul. C'est demain à Rome que débute le grand rassemblement des JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, à l'initiative du pape Jean-Paul II. L'occasion pour de nombreux jeunes de se retrouver et de se rencontrer. Exemple à Foligno, en Ombrie, où un groupe de jeunes Français prépare depuis plusieurs jours leur départ pour Rome. Reportage Isabelle Stess et Dominique Merlin. Page 8, Jésus est le chemin. C'est le pain quotidien des jeunes pèlerins. L'adoration du Christ, chantée en plusieurs langues, lors de longues processions dans les rues des diocèses italiens, sur le chemin qui les conduit à Rome. Ici à Foligno, ils sont 200 Français de Charente-Maritime, main dans la main avec une quinzaine de Nigérians dont ils ont financé le voyage. 2000 étrangers, en majorité des Africains, participent ainsi au JMJ grâce à la solidarité des jeunes Français. Ça nous permettra de connaître mieux les gens, mieux leur religion et comment ils la vivent, cette religion. Est-ce que c'est la même chose que chez nous ou ce n'est pas la même chose? Comme ça, nous arriverons à voir tous les horizons. C'est un peuple qui a un côté fraternel super, c'est des gens géniaux. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Car au-delà de la démarche spirituelle de chacun, les JMJ sont pour tous le symbole de la fête et de l'amitié entre les peuples, à l'image de cette messe peu traditionnelle dans une église italienne. Inde, Kosovo, Pologne, Liban, Argentine, un échantillon des 160 pays conviés à Rome. Et peu d'entre eux évoquent spontanément celui qui les rassemble, Jean-Paul II. C'est vrai qu'on ne peut pas suivre sa conduite qui est très droite. Hein. Donc on essaye de suivre son chemin. Même si tout le monde n'approuve pas ses idées, ce qui est normal. Hein. Je pense qu'on vient tous, les JMJ, on vient pour lui. Et c'est un rassemblement plus traditionnel qui attend demain soir ce moine lituanien à Rome. Comme lui, ils seront 500 000 jeunes à rejoindre Jean-Paul II sur la place Saint-Pierre à l'occasion de la messe d'ouverture de ces JMJ. À Paris, le sort des 18 ressortissants de Centrafrique bloqués à l'aéroport de Roissy depuis jeudi devrait s'améliorer, du moins pour certains. Leurs avocats affirment qu'ils possèdent des passeports et des visas en règle, ce que conteste la police des frontières. Explication de Mathias Sillon et David Lévy. Pas d'explosion de joie à la sortie de l'audience. 4 des 18 Centrafricains sont reconduits dans la zone d'attente de Roissy jusqu'à ce que les autorités des 2 pays concernés s'entendent sur leur sort. Pour les 14 autres, 4 enfants et 10 adultes, la liberté a un goût amer. Le tribunal de Bobigny leur a délivré un permis de séjour d'1 semaine sans restitution de leur passeport. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai utilisé le même passeport l'année dernière et je suis passée par Roissy. Et cette année, on me dit que j'ai falsifié mon passeport. Arrivés à Paris jeudi dernier, les 18 Centrafricains devaient passer un mois de vacances dans leur famille. Problème, pour la police de l'air et des frontières, leur passeport était faux. Une appréciation que les diplomates centrafricains sont loin de partager. Les papiers sont valables selon vous? Tout à fait, confirmé par le consulat de France à Bangui. Et nous estimons que le consulat qui travaille en collaboration avec les services de police de frontières de France ne peut pas quand même mentir au nom de la même autorité. À Bangui, l'ambassade de France confirme avoir délivré des visas de 45 jours, mais ne peut garantir l'authenticité des passeports de ces 18 Centrafricains. Aujourd'hui, leurs familles qui résident en France dénoncent leurs conditions d'accueil. Ils nous ont fait croire qu'on va les amener à l'hôtel le premier jour. Ça n'a pas été le cas. Ils ont été retenus dans l'aérogare 1. Ils étaient couchés sur des bancs. Seul le tribunal administratif est compétent pour juger de la validité de leur passeport. En attendant, un compromis entre les 2 États pourrait être trouvé. Des manifestants d'un genre très différent, ça se passe dans les rues de Saint-Tropez et c'est un spectacle que l'on ne voit pas tous les jours. Motif de ce mouvement de colère, le va-et-vient des hélicoptères pour les plus fortunés qui veulent passer quelques jours sur la presqu'île contre le droit à la sieste de ceux qui disposent d'une résidence dans la coquette cité. Récit de Nathalie Moisan, de Nathalie Jourdan et de Frédéric Cerulli. On connaissait Saint-Trope la festive, voici Saint-Tropez la revendicative. Sous les banderoles, les riverains des quartiers de la Moute, des Salins ou encore des Canoubiers. Ils disent leur colère devant la multiplication des hélisurfaces privées. Les nuisances sonores engendrées par les hélicoptères leur sont devenues insupportables.
pour les hélicoptères. C'est un moyen fantastique de transport. Vous venez de Nice en 10 minutes, celui qui peut se l'offrir, c'est formidable. Alors on est pour, mais que le maire, que monsieur le préfet, que monsieur le sous-préfet se réunissent une fois pour toutes et nous créent une vraie hélistation. Depuis la fermeture en 98 de l'hélistation du port de Saint-Tropez, les compagnies aériennes utilisent des terrains privés avec l'accord des propriétaires. Devant le balai anarchique des hélicos, le préfet a récemment limité le nombre de mouvements à 8 par jour dans un créneau horaire très serré. Mais ces restrictions sont souvent ignorées sur les hélisurfaces privées. Si elles étaient bien gérées ou surveillées, certainement les nuisances seraient diminuées de moitié. Et la création d'un héliport à bref échéance nous paraît nécessaire pour, disons, la clientèle qui draine sur Saint-Tropez, pour l'économie locale. Un héliport que tout le monde réclame, mais qu'aucune commune avoisinante n'est prête à accueillir pour l'instant. Le préfet du Var espère réunir autour d'une table élus, riverains et responsables des compagnies aériennes en septembre, lorsque les esprits seront calmés. D'ici là, tous continueront de regarder tourner les hélicos. Demain, c'est le trafic routier qui sera difficile sur l'ensemble des régions françaises après le week-end du 15 août. La journée est classée rouge demain après-midi jusque tard dans la soirée, prudence donc. Mais sachez que sur presque toutes les autoroutes de France, une centaine d'équipes patrouillent pour vous informer sur l'état du trafic et surtout pour venir en aide en cas de pépin ou d'accident. Frédéric Vion et Cédric Picot. Dans un instant, il sera midi et Gérard Baudinet aura fini sa journée. Depuis 4 heures du matin, il sillonne les 30 km d'autoroute qui lui sont dévolus au nord et au sud de Beaune. Il est ce qu'on appelle un patrouilleur. C'est la société d'autoroute qui l'emploie. Sa mission, mettre en sécurité les automobilistes victimes de pannes ou d'accidents, mais aussi signaler aux gendarmes les comportements dangereux. Qu'est-ce que vous avez vu de vraiment insolite, de très imprudent sur la bande d'arrêt d'urgence? Les gens qui s'arrêtent, qui pique-niquent, ils pensent que c'est impeccable, c'est bien pour eux, ils sont tranquilles. Ils voient la circulation passer et puis ils sont tranquilles, savent que personne ne les dérange pour eux. Sur la route 24 heures sur 24, les patrouilleurs arrivent souvent parmi les premiers sur un lieu d'accident. Ici par exemple, une collision vient de se produire sans faire de blessés. En attendant les gendarmes et la dépanneuse, il s'agit pour les patrouilleurs de signaler le ralentissement afin d'éviter le carambolage. Il y a des victimes? Pas blessés? Autoroute Info, 13h07, attention, trafic perturbé sur l'autoroute A6. À quelques kilomètres de là, la radio de l'autoroute annonce elle aussi l'accident. Elle en a été avertie par ce centre de contrôle où des dizaines de caméras scrutent le réseau en permanence. Et ces caméras enregistrent parfois des comportements aberrants, comme par exemple les occupants de cette voiture. Ils sont en panne, au lieu de se diriger vers une borne d'appel, ils tentent d'arrêter les autres conducteurs au péril de leur vie. Parmi nos clients, il faut savoir que 75% de nos clients, ce sont des clients qui ne prennent l'autoroute qu'une à 2 fois par an. 75% de nos clients, c'est vraiment très important. Et donc effectivement, la vie sur l'autoroute est tout à fait différente d'un réseau national. Et donc il faut savoir que l'espérance de vie à pied sur une bande d'arrêt d'urgence est de l'ordre de 20 minutes. 20 minutes, c'est aussi le temps nécessaire en moyenne à l'évacuation d'une voiture accidentée. Les patrouilleurs ont appris à faire vite. Chaque année, sur leur secteur, ont lieu plus de 450 accidents. 2 morts dans les Alpes aujourd'hui. Une vieille dame de 61 ans a fait une chute de 80 mètres après avoir glissé sur un sentier au-dessus d'une lac d'Annecy. Et puis un homme de 73 ans a été retrouvé mort près du village de la Norma. Il était parti ramasser des champignons et aurait fait une chute de 150 mètres. C'est le breton Éric Drouglazé sur Carven qui a remporté aujourd'hui à Falmouth la 3e étape de la solitaire du Figaro. Après avoir doublé le rocher du Fastnet au sud de l'Irlande, il devance de peu Jérémy Bayou et Pascal Bidégory, premier au classement général. Explication Alexandre Cara. 3 jours et 3 nuits sans sommeil, c'est le prix de la victoire pour Éric Drouglazé. L'Atlantique, la mer d'Irlande et enfin la Manche, une longue traversée sans rêve. Une route dangereuse aussi, sillonnée par les cargos, territoire des marins-pêcheurs. Drouglazé est arrivé au port de Falmouth cet après-midi. Depuis le Fastnet, ce phare aux confins de l'Irlande, il a dominé cette 3e étape de la solitaire. Et enfin, goûté à l'ivresse du vainqueur. Je me dis que le Figaro c'est inhumain quoi. C'est tellement dur de gagner que pas beaucoup de plaisir en fait quoi. Plaisir qu'on passe la ligne d'arrivée mais qu'est-ce qu'on en bave. Voilà, pour ma part ça fait 60 heures que je n'ai pas dormi. Et je m'endormais dehors sous ski là. Là on est un petit peu réveillé avec l'énervement de l'arrivée mais c'est difficile.
Les solitaires sont partis d'Arcachon un 29 juillet. Après l'Espagne et Saint-Nazaire, les voilà en Angleterre, avant l'ultime étape, Cherbourg, dans quelques jours. Drouglazet n'a gagné qu'une manche. La course, elle, est dominée par Pascal Bidégory, qui compte 2h40 d'avance au général sur son suivant immédiat. Une belle performance dans cette course à armes égales. Tous les bateaux sont les mêmes, face à la mer, ce sont les hommes, les femmes, qui font la différence. Avant d'être une course contre les autres, le Figaro est d'abord, pour les marins, un voyage jusqu'au bout d'eux-mêmes. Le coureur cycliste belge Yoann Mouzéou est dans un état très critique selon l'hôpital de Gand où il a été admis dimanche soir. Après un accident de la circulation, Yoann Mouzéou, 34 ans, est en soins intensifs. Il a été renversé par une voiture alors qu'il circulait à moto. Outre plusieurs fractures aux jambes et aux bras, il souffrirait aussi d'une hémorragie cérébrale. Clôture hier soir du festival interceltique de Lorient avec les adieux à la scène de Dan Arbraz. Le guitariste breton s'est produit avec les 50 musiciens de l'héritage des Celtes. Tout au long du récital, de nombreux musiciens ont rejoint la scène, cornemuse, guitare, flûte, percussion, bombarde, accordéon. Le festival de Lorient a connu cette année un record de fréquentation avec 500 000 spectateurs en 10 jours selon les organisateurs. Les festivals d'été sont justement l'occasion pour les intermittents du spectacle de trouver un contrat. Ils sont 70 000 en France à travailler sur les plateaux de cinéma, de télévision ou les scènes de théâtre et de concert. Comédiens, musiciens, danseurs, régisseurs, éclairagistes, ils engrangent pendant l'été de quoi vivre tout au long de l'année avec un système d'allocation chômage très particulier. Explication Florence Griffon et Madi Diawara. Ils sont à la fois déménageurs, techniciens, électriciens, machinistes et souvent musiciens dans l'âme. Ces travailleurs de l'ombre officient plutôt de jour. On les appelle les intermittents du spectacle. Là, il y a câblé, expander VS800 et puis je sais pas lequel c'est. Ce sont des manifestations culturelles comme celle-ci qui assurent aux intermittents leur revenu de l'année. En période creuse, les ascédiques prennent le relais, une aide souvent vitale. On travaille en gros 3 mois dans l'année à fond, c'est-à-dire on fait des mois à 7-8 000 francs où on travaille comme une personne normale. On fait beaucoup plus d'heures qu'une personne normale. Mais le reste de l'année, on travaille 15 jours et le reste des autres 15 jours, on n'a rien. Et donc ça nous fait un salaire de 2 000 francs par mois. Et 2 000 francs, on ne peut pas vivre avec 2 000 francs, c'est moins que le RMI. Les ascédiques lui versent donc un complément de salaire, 4 000 francs par mois. Un système généreux. 7 000 personnes en bénéficiaient il y a 20 ans, 10 fois plus aujourd'hui. Le régime est donc mécaniquement en déficit, 3 à 4 milliards de francs. Pour les employeurs, il n'y a pas d'autre solution que ce système-là. Les budgets de production sont ce qu'ils sont, les charges sociales sont ce qu'elles sont aussi. Et donc il est complètement impossible pour une entreprise telle que la nôtre, qui n'est pas une très grosse structure, de se permettre d'employer 2, 3, 5 personnes à plein temps tout le temps. J'ai déjà 2-3 personnes administratives à plein temps et c'est déjà beaucoup. L'argument ne tient pas toujours. Pour les détracteurs du système, les grosses sociétés de production audiovisuelle profitent du régime pour ne pas embaucher d'intermittents. Ce soir-là, c'est pour la chanteuse Noah qu'ils ont travaillé. 2 heures de concert pour 15 heures de montage et bientôt de démontage. Nicolas et ses copains n'y pensent pas. Le spectacle est réussi. C'est aussi grâce à eux. Après Superman, Batman, les X-Men débarquent sur vos écrans mercredi, inspirés d'une bande dessinée créée dans les années 60 aux États-Unis. Cette série culte est la énième variation sur le thème de l'affrontement entre le bien et le mal. Effets spéciaux et sensations fortes garanties. Accrochez-vous bien et suivez les explications de Pascal Deschamps. Ce que nous craignons. Magneto fomente une guerre entre les mutants et le reste de l'humanité. Sont notre seul espoir. Si personne n'est armé pour s'y opposer, c'en est fini de l'humanité. Vous ne comprenez pas tout, c'est normal car cela fait 37 ans que les X-Men mènent dans l'ombre leur guerre contre le mal et c'est pas gagné. Mais au fait, qui sont exactement ces hommes X? Les X-Men sont un groupe de héros costumés qui sont aussi des mutants, des gens qui ont hérité de traits génétiques leur conférant des pouvoirs. Et bien voilà, si la BD a passionné 2 générations d'adolescents lassés par les super-héros classiques, c'est que ces gentils mutants sont des gens comme vous et moi qui ne cherchent qu'à trouver leur place dans la société. Tandis que les méchants mutants, eux, veulent détruire le monde avant qu'ils ne les détruisent. Comment reconnaître un bon mutant si vous en croisez un? D'abord, il y a Wolverine, celui qui n'a jamais besoin de lime à ongles. Puis
Puis il y a Cyclope, au regard ravageur, et Tempête, qui déclenche les orages comme d'autres éternues. Et d'ailleurs, elle a dû passer ses vacances en France en juillet. Et de l'action, il y en a. Mais comme dirait Jean Lefebvre dans Les Tontons Flingueurs, il y en a, mais il n'y a pas que ça. Derrière la lutte pour l'acceptation de la différence, se cachait dans les années 60, au moment où les X-Men ont vu le jour, un message plus politique. J'ai ici une liste nominative de mutants reconnus et qui vivent ici, aux États-Unis. Il y a là une adolescente de l'Illinois qui peut traverser les murs. Qu'est-ce qui l'empêche de s'introduire dans une salle des coffres, dans la Maison Blanche, dans leur maison à eux? Et plus d'une rumeur existe, mademoiselle Gray, faisant état de mutants si puissants qu'ils peuvent pénétrer votre esprit, contrôler nos pensées, nous privant de ce droit sacré qu'est notre libre arbitre. Les X-Men furent la contribution de l'éditeur à la lutte des Noirs pour les droits civiques. Leur but était de fustiger les préjugés et l'intolérance à l'époque où les jeunes contestaient le gouvernement américain. X-Men, le film, est fidèle à X-Men, la BD. De quoi séduire le cercle des fans et celui plus large des amateurs de films d'action qui ne se prennent pas trop au sérieux. Le futur, c'est nous. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle la principale information. 107 marins russes pris au piège dans leur sous-marin atomique, échoués par 100 mètres de fond au large de Mourmansk dans la mer Baltique. La marine russe a mis en place un plan de sauvetage. Dans quelques instants, la météo présentée par Isabelle Martinet à 20h50, série Urgence, le dernier journal à minuit avec Florence Duprat. 13h demain, Laurence Ostolaza et Antoine Cormery. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Excellente soirée sur France 2. Bonsoir.